Le trafic maritime exerce une pression croissante sur un Saint-Laurent déjà fragile, mais ralentir les navires pourrait aussi avoir un coût environnemental et stratégique, davantage de camions sur les autoroutes, plus de congestion, une dépendance accrue envers les infrastructures commerciales américaines. Bref, c'est pas une question qui est simple. On souhaite évidemment protéger le fleuve de trop d'affluence. Ça peut être effectivement très destructeur, mais c'est un équilibre à trouver. On en parle avec Alain Branchot, biologiste et directeur général de la SNAP Québec. Bonjour, M. Branchot. Bonjour, Monsieur Gosselin. Merci d'être avec nous. Donc déjà, expliquez-nous là, quels sont les constats auxquels vous arrivez qui vous emmènent à vouloir peut-être restreindre ou mieux encadrer le trafic maritime sur le Saint-Laurent. On voit déjà beaucoup d'impacts environnementaux sur la biodiversité dans le Saint-Laurent du trafic maritime et plusieurs projets de développement portuaire là, qui ont cours en ce moment. On peut penser projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur, projet de Bécomo à Sorel, Bécancour, plusieurs autres projets de développement industriel aussi qui vont amener vraisemblablement des infrastructures portuaires. Donc, on lance le débat pour s'assurer qu'on prenne en compte la capacité du port réel du Saint-Laurent et de faire une évaluation de où on en est rendu. Est-ce qu'on a atteint cette capacité du port-là? Et est-ce qu'on peut pas viser une formule d'utilisation du trafic maritime qui maximise les retombées socio-économiques, minimise les impacts environnementaux dans une perspective où on limite la quantité de bateaux qui peuvent passer parce que au cours des dernières décennies, du dernier siècle, on a vu la voie maritime s'élargir, s'approfondir, on a vu les bateaux grossir, aller plus vite, être toujours plus gros. Et il y a une limite à cette croissance-là. Et le moment est peut-être est peut-être venu de lancer le débat là-dessus. Ouais. Je le disais un peu en introduction, puis je comprends ce que vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en diminuant le transport maritime, on fasse simplement déplacer le problématique du fleuve vers nos routes, vers d'autres moyens de transport qui sont ultimement aussi plus polluants par tonne de marchandises transportées? Comment est-ce que vous envisagez que cette espèce d'arbitrage entre les différents modes de transport? En fait, c'est peut-être le contraire. Parce que en ce moment, on a une tendance à avoir des grosses infrastructures portuaires et des centres de distribution. Par exemple, Montréal veut devenir vraiment la grande plateforme de l'Est de l'Amérique du Nord. Ouais. Et ce que ça signifie aussi, c'est que beaucoup de communautés vont être desservies par des camions, par des trains. Et donc, cet avantage-là au niveau de la crise climatique, au niveau des rejets des carbones, est facilement perdu dans cette structure-là. On invite à une structure beaucoup plus collaborative et peut-être que ça fait du sens d'avoir des infrastructures portuaires à Québec qui peuvent accueillir un certain nombre de conteneurs, des conteneurs qu'on va pouvoir viser un marché dans la région de Québec et non avoir ces conteneurs-là qui arrivent à New York ou à Montréal puis qui doivent transiter ensuite sur la terre pour aller vers les marchés. Donc, là, en ce moment, on est dans une espèce de course folle à la compétition des plus grosses infrastructures, les infrastructures les plus automatisées, et on oublie peut-être d'avoir une collaboration et un commerce intérieur plus fort pour la marchandise qui est produite ici, pour ici. Ça n'a aucun bon sens qu'on se retrouve dans certains types de marchandises à exporter 90% de nos prélèvements halieutiques et de consommer 90% de notre consommation vient d'ailleurs. C'est une perte d'énergie inutile. Là. On devrait avoir une stratégie d'autosuffisance plus élevée et cette réflexion-là sur le contingentement peut également amener à ça. Ceci dit, cette réflexion-là que vous emmenez sur la nature des marchandises transportées, elle dépasse largement l'utilisation de la voie maritime. Là, par exemple, on parle de reconfigurer le commerce. Là, c'est une question beaucoup plus large. Avec les échanges tels qu'ils le sont, si on devait limiter l'usage ou la fréquence ou le nombre de navires qui passent dans le Saint-Laurent, est-ce que vous craignez pas que ces mêmes navires-là se retrouvent justement à New York, ailleurs, là, dans d'autres ports? Vous parliez de Bécomo ou je sais pas, Saint John's, et qu'ultimement, ça se fasse, notamment avec les Américains, au détriment de notre souveraineté, au détriment d'infrastructures qu'on contrôle. Comment est-ce que vous voyez justement cet éventuel transbordement vers d'autres plateformes, vers d'autres ports en Amérique du Nord?
Ouais, le coût de l'énergie fait en sorte que s'il y a des marchés proches de Montréal, nécessairement les infrastructures qu'on a en place vont être utilisées, vont être utiles. Là, en ce moment, je pense qu'on est dans une approche trop compétitive et il faut penser également à cette tendance très lourde des plus gros bateaux qui vont Ouais. nécessiter des transformations au niveau du fleuve Saint-Laurent qui seront inacceptables pour les populations et pour la biodiversité. Donc, avoir cette réflexion-là sur les limites d'un point de vue stratégique pour les prochaines années, c'est certainement bon. C'est impossible que l'économie continue à croître sans fin dans les prochaines décennies. Mathématiquement, physiquement, c'est juste impossible. Donc, les gouvernements, les communautés qui vont se positionner de façon intelligente et stratégique sur des visions différentes d'organisation de leur commerce risquent d'être avantagés dans les prochaines années. Et c'est quelque chose que le Québec peut faire certainement. Ouais. Vous l'avez un peu évoqué, mais avant de se mettre à limiter ou à compter les navires, est-ce qu'on a vraiment épuisé les autres mesures, par exemple, réduction de la vitesse, vous l'avez mentionné, peut-être des technologies moins bruyantes, des carburants moins polluants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui pourraient, à la marge, viser à réduire les méfaits sans nécessairement contraindre le trafic lui-même? C'est vraiment une bonne question. Puis les données scientifiques par rapport à ça le démontrent. Le gain qu'on fait en économie de carburant est rapidement compensé par la croissance. Donc, quand on regarde les données brutes d'émissions de gaz à effet de serre, ça augmente constamment. Quand on regarde les impacts sonores, malgré les réductions qui sont faites, les avancées technologiques de ce côté-là, on voit encore une fois des augmentations. Alors, c'est un peu un classique en économie, ça s'appelle l'effet de rebond. On a toujours cet effet-là constamment, à chaque fois qu'il y a des avancées technologiques. Et c'est dans cette perspective-là aussi qu'il faut, encore une fois, revenir à une vision où on met des seuils. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment mis dans la société. Des fois, on s'en rend moins compte, mais on va dans une salle de cinéma, il y a un seuil pour le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans cette salle-là pour des raisons de sécurité, de salubrité, différentes raisons de gestion logistique. Et donc, on peut imaginer que ce genre de seuil-là est maintenant atteint dans le fleuve Saint-Laurent et il faut faire cette réflexion-là. On est en train de perdre des îles, on est en train de perdre des espèces, on est en train de transformer le fleuve Saint-Laurent en véritable autoroute là, au niveau du trafic maritime. Alors, et au niveau des économies locales, encore une fois, est-ce qu'on pense vraiment à comment optimiser la production d'ici, le transport maritime vers des marchés d'ici, plutôt que l'importation parfois de biens de consommation qui sont franchement inutiles? Je comprends. J'aimerais quand même, en terminant, vous entendre parce que, bon, le sujet de l'heure, là, je suis ravi qu'on ait la chance de parler de ce sujet-là qui, moi, personnellement, me touche beaucoup. Je suis très attaché au Saint-Laurent personnellement, mais le sujet de l'heure, évidemment, c'est la question des tarifs, de notre relation avec les Américains, les Québécois, les Canadiens sont très préoccupés par l'économie, le commerce international. Comment on fait la traduction ou l'arbitrage entre cette inquiétude-là fondamentale, économique, presque de survie, et une préoccupation pour le Saint-Laurent, pour le trafic, pour les espèces, pour la biodiversité? Comment est-ce que vous, dans l'actualité qui nous occupe, là, comment est-ce qu'on fait l'arbitrage entre ces deux ordres de préoccupation-là? Ouais, ben c'est certainement pas la SNAP Québec ou moi-même là, qui allons trouver les solutions à cette époque folle qu'on vit, puis avec un président américain qui est difficile à lire et à comprendre et Oui. à prédire. Donc, au-delà de ça, je pense que on a comme société, je pense au Québec, mais ailleurs dans le monde, réussi à réunir des données scientifiques extrêmement solides sur les risques associés, les grandes crises environnementales au niveau de la biodiversité, au niveau du climat, au niveau de la pollution, et la réflexion sur des mesures comme celle du contingentement, la réflexion sur des changements transformateurs est nécessaire si on veut poursuivre et maintenir nos économies, notre bien-être, tout en protégeant la planète. Si on ne le fait pas, si on se laisse distraire par des tweets à gauche, à droite, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors,
cette période un peu folle va se terminer dans les prochains mois et on espère que il va y avoir un retour à des discussions plus sereines là, pour s'assurer d'un avenir collectif qui soit positif. Je pense qu'autant la nature que la santé mentale des Québécois souhaitent que vos paroles soient vraies. Alain Branchot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes biologiste et directeur général de la SNAP Québec. Bonne fin de journée. C'est un plaisir. Merci. Bonjour. Au revoir.